Au sommaire de ce 13h, après la rencontre des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Alliance des États du Sahel, Ouagadougou accueille depuis ce matin la rencontre des responsables des sociétés nationales d'électricité du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Au cœur des échanges, la mutualisation des ressources et des compétences pour renforcer la résilience énergétique dans l'espace AES. Vous les entendrez dans ce journal. Et puis, en janvier 2023, on dénombrait plus de 33 000 agents de la fonction publique qui ont déserté leur poste à cause de la situation sécuritaire difficile dans leur zone d'affectation. Le gouvernement de transition estime qu'il est temps pour eux de retourner sur leur site. La quiétude revient peu à peu dans certaines localités. Un décret a été pris dans ce sens. Que dit ce décret? Élément de réponse dans un instant. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de la mi-journée sur BF1. Merci de nous choisir. Ouagadougou accueille depuis ce matin une rencontre d'échange et de partage d'expériences des responsables des sociétés nationales d'électricité du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Durant 72 heures, les réflexions vont porter sur la mutualisation des efforts et des compétences en vue d'une résilience énergétique dans l'espace AES, toute chose qui permettra de mieux servir les populations en électricité. Cette rencontre placée sous la présidence du ministre burkinabé de l'énergie servira également de cadre pour penser à l'implémentation d'une centrale nucléaire dans ces pays de l'Alliance. L'ouverture des travaux avec Stéphanie Bonkungu et Benjamin Kwame. Nigelec, EDM SA et la Sonabel sont trois sociétés de gestion et de distribution de l'électricité dans les trois pays de l'AES, le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Dans la politique visant à desservir les populations, ces pays importent depuis des années cette énergie. À ce jour, en plus de l'insécurité qui fragilise l'économie des pays de l'AES, il y a la problématique de l'électricité à résoudre. Conscient qu'il faut une synergie d'action et d'intelligence, comme il est perçu sur le plan politique, les chefs d'État, Assimi Goïta, Abdraman Tiani et Ibrahim Traoré, envoient ainsi les directeurs généraux de ces sociétés en mission, afin de trouver ensemble des solutions endogènes pour que l'électricité ne manque pas aux Burkinabés, aux Maliens et aux Nigériens. La présente rencontre de concertation des sociétés nationales d'électricité des pays de l'Alliance des États du Sahel sur les stratégies de sécurisation de l'approvisionnement des pays membres se veut un cadre d'échange, de réflexion et de partage d'expériences entre trois sociétés sœurs qui vivent quasiment les mêmes réalités, c'est-à-dire des difficultés d'approvisionnement et d'exploitation en électricité. Aucune société d'électricité ne peut assurer pleinement sa mission de fourniture de l'électricité aux populations sans un système d'approvisionnement fiable et sécurisé. Pour optimiser et sécuriser cet approvisionnement, ce cadre de concertation qui enregistre la participation de plusieurs techniciens du secteur de l'énergie des trois pays sera mis à profit durant 72 heures pour penser la stratégie d'approvisionnement. Une manière pour ces trois pays de développer leur résilience et réduire fortement la dépendance en électricité avec les pays voisins. En la matière, les acteurs se pencheront très sérieusement sur la création de centrales nucléaires avec les potentiels énergétiques naturels déjà disponibles. Nous sommes dans un environnement assez changeant qui nécessite que nous puissions prendre un certain nombre de mesures qui soient profitables à l'ensemble de nos populations. Et cette stratégie doit être bâtie d'abord sur le court terme. À court terme, il s'agira de voir quelle est la stratégie à mettre en œuvre pour assurer d'abord un approvisionnement sécurisé, mais il y a également le volet moyen et long terme. Donc à long terme, il sera essentiellement de cette question de développer la centrale nucléaire. Comme vous le savez, c'est un processus qui nécessite certainement un plan d'action. Quelle stratégie pour sécuriser l'approvisionnement des pays de l'AES en énergie électrique? C'est donc autour de cette thématique centrale que se tient cette rencontre de concertation. Le ministre de l'énergie burkinabé dit attendre de cette assise des recommandations fortes qui permettront à ces trois États de prendre des mesures idoines afin de sécuriser davantage et rendre plus accessible l'énergie électrique pour le bonheur de toutes les couches sociales de l'AES.
On en vient à la chronique économie de cette semaine consacrée aux nouvelles dispositions de gestion des agents publics dans les zones à fort défi sécuritaire. L'État burkinabé, qui travaille pour le retour de la paix au Burkina Faso, estime qu'il est temps pour les plus de 33 000 fonctionnaires de l'État de regagner leur poste, surtout dans les localités où la quiétude revient peu à peu. Un décret a été pris dans ce sens. Il prévoit par exemple l'accompagnement psychologique des agents affectés et une couverture sanitaire pour les fonctionnaires dans ces zones. Les agents indélicats qui ne regagneraient pas leur poste malgré l'application de ce décret et qui n'arrivent pas à justifier leur absence risquent tout simplement la révocation. Benjamin Kwame. Les agents de l'éducation nationale, de la santé, de l'agriculture, de l'environnement, de l'action humanitaire, de la justice et bien d'autres départements ministériels étaient estimés en janvier 2023 à 33 239 affectés par la crise sécuritaire et donc redéployés dans les zones les plus sécurisées. Il y avait également 165 agents de l'administration territoriale. Le gouvernement a engagé les forces de défense et de sécurité pour ramener la paix dans les zones en insécurité. Il a au même moment engagé des réformes pour mieux gérer les ressources humaines dans la fonction publique. Une année après, cette motivation a pris forme avec l'adoption d'un décret mis en exergue par l'économiste du Faso à sa une. Il stipule qu'en période de crise sécuritaire, tout agent public doit poursuivre son travail au bénéfice de tous dans la continuité en s'adaptant à la situation. Je pense que si un tel décret a été signé, c'est que le ministère de la fonction publique est conscient que la situation sécuritaire dans certaines zones est assez rétablie pour qu'ils puissent justement mettre en œuvre ces nouvelles dispositions. Et justement, cette nouvelle disposition de la loi permet leur prise en charge et leur encadrement. À en croire cette décision du gouvernement, elle n'est pas exécutoire comme un troupeau et son berger. Des dispositions de prise en charge et de suivi des agents accompagnent le décret. Il y a par exemple la prise en charge psychologique pour les agents ayant connu des traumatismes dans le lieu d'origine, le proche de la personne ou les ayant droit en cas de décès dans une attaque terroriste. N'oublions pas qu'ils sont quand même dans une situation de crise sécuritaire, donc leur prise en charge, que ce soit psychologique, que ce soit sanitaire aussi, est importante. Et les décrets stipulent justement que ces agents-là ont droit à l'un et à l'autre, ainsi que leur famille. De plus, les agents publics exerçant dans les zones affectées par une crise sécuritaire bénéficient d'une couverture sanitaire totale, ajoute la note. Malgré ces accompagnements, si l'agent public ne s'y conforme pas, il y a des sanctions. Tout agent qui quitte le poste d'affectation à raison d'une situation sécuritaire et qui ne prend pas les dispositions pour informer sa hiérarchie dans un délai de 30 jours risque même la révocation. Je crois que ça doit être une note écrite ou même au téléphone avant, bien sûr, que les sanctions ne tombent. Je crois qu'avant, peut-être que dans la gestion des ressources humaines, il n'y avait pas encore cet article-là. Donc peut-être qu'il n'y avait pas d'espace de temps requis pour que le fonctionnaire puisse alerter sa hiérarchie pour expliquer sa situation. Donc maintenant, c'est un peu encadré. Donc si le fonctionnaire dépasse un certain nombre de jours, il peut subir des sanctions. Oui, s'il y a révocation au sein des agents du public, chose qui était quasi inexistante, outre les sanctions disciplinaires, avec les mises en demeure ou des agents rétrogradés, on peut comprendre que le gouvernement veut mieux gérer les ressources de l'État partant de la masse salariale en cette période difficile, car il faut bien mériter son salaire, même en situation de guerre. En lien avec la disposition sur la mobilisation générale en vigueur, tout agent du public peut ainsi être réquisitionné pour assurer la continuité du service public. C'est une manière pour l'agent d'être aussi au front, comme le soldat, mais sans une âme, en bandoulière. Dans l'actualité également, bientôt des états généraux de la communication et des médias au Burkina Faso. L'annonce a été faite par le président du Conseil supérieur de la communication. Ces états généraux se veulent un cadre pour définir les difficultés et les perspectives pour l'accomplissement des missions du CSC. Le collège des conseillers du Conseil supérieur de la communication, conduit par Idrissa Ouedraogo, a été reçu en audience par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Les grands défis de l'institution et la reconnaissance du président du CSC au président de la transition était au menu des échanges. On écoute donc Idrissa Ouedraogo à sa sortie d'audience. L'ensemble du collège a trouvé opportun de commencer cette tournée au niveau des institutions
en venant exprimer leur reconnaissance pour la confiance placée en eux. Ça a été aussi l'occasion d'échanger sur les grands défis, parce que nous avons trouvé une institution avec véritablement de grands défis, mais avec une astuce des moyens et même des textes. Vous êtes sans ignorer que, au terme de la dernière loi, les attributions du Conseil supérieur de la communication sont élargies désormais. Et nous sommes venus rendre compte justement de ce qu'il y a un assez grand fossé qui va nécessiter un grand plan de modernisation du CSE. Je pense que les échanges ont été très fructueux, qui nous permettent d'espérer très bientôt une véritable machine de veille, mais surtout un ensemble d'actions qui permettent de renflouer un peu les caisses avec l'autonomie financière que nous venons de voir et de nous attaquer à des volets parallèles comme le développement du marché de la communication et donc bien entendu l'épanouissement des acteurs de la communication comme les journalistes surtout et d'autres domaines liés à la publicité et tous les acteurs. Alors on a aussi fait remarquer que les missions du CSE ne sont pas essentiellement de la régulation et nous avons décidé de faire en sorte que ce soit en amont que le travail se fasse. Vous savez que nous avions parmi nos missions la médiation, nous avons le renforcement des capacités, nous avons des études qui permettent de mieux connaître notre marché et de réunir les uns et les autres. Et peut-être que je terminerai par ça. Justement, pour travailler en amont, il serait utile pour nous de commencer par les états généraux de la communication et des médias, pour faire en sorte que tous les acteurs puissent se parler et que les points d'obstacle soient identifiés et levés ensemble de manière consensuelle. Le prix du kilogramme de la noix brute de cajou au Burkina Faso est fixé à 310 francs CFA pour la campagne de commercialisation de cette année 2024. Un prix légèrement en hausse par rapport à 2023. Ainsi en a décidé le ministère du Commerce. Son premier responsable était face aux acteurs de la filière Anaka Bobo Dioulasso. Troisième produit d'exportation au Burkina Faso, la fixation de ce prix minimum de la noix de cajou vise à encourager la résilience des acteurs confrontés à la crise sécuritaire. Les explications de Salomon Tapsoba et Soto Justin Dabiri. 310 francs CFA, c'est le prix minimum par kilogramme de la noix brute de cajou pour la campagne de commercialisation 2024 au Burkina Faso. L'information a été donnée par le ministre en charge du commerce Serge Poda au cours de cette cérémonie de lancement officiel de la campagne 2024 de commercialisation de la noix brute de cajou. Ce prix minimum Boschan, adossé au standard de qualité KOE 45, vise à réglementer la commercialisation de la noix brute de cajou, troisième produit d'exportation au Burkina Faso. Et comme vous l'avez vu, nous avons annoncé le prix plancher de 310 francs le kilo, qui je pense est un prix qui encourage le producteur, qui permet aussi à tous les acteurs sur les maillons de la commercialisation, globalement pris, de pouvoir tirer leur épingle du jeu. Nous avons aussi lancé un appel à tous les acteurs de jouer franc jeu, afin que cette filière, à travers toutes les chaînes, puisse permettre à tous les acteurs, chacun à ce niveau, donc de pouvoir tirer le maximum de profit, de ressources, de revenus, et que ça puisse profiter dans son ensemble à l'économie de Burkina Faso. Ce prix minimum par kilogramme a connu une hausse de 10 francs CFA par rapport à celui de l'année dernière. Une augmentation qui va, selon le président du comité interprofessionnel de l'ANACAD du Burkina, CIAB, encourager les acteurs de la filière ANACAD dans leur contribution à l'accroissement de l'économie nationale. Pour nous, nous attachons du prix et au respect de ces prix-là. Parce que vous avez dit, on a dit 310 francs adossé au KWR 45, qui est un KWR minimum. Donc nous invitons l'ensemble des acteurs au respect de ce prix qui a été donné ici. Le prix plancher, ça veut tout simplement dire qu'on ne doit pas payer l'ANACAD en dessous de ces prix, tout au long de la campagne de commercialisation. On peut payer au-delà, on peut payer à 1000 francs, à 2000 francs, mais le prix de 310 francs, on ne doit pas payer en dessous de ces prix. C'est ce que ça veut dire pour un KWR minimum de 45.
Il est bon d'insister là-dessus. C'est un prix quand même, c'est acceptable. Voilà, puisque quand on fait un compte d'exploitation, on peut s'en sortir avec ça. Actuellement, nous sommes dans un processus, en tout cas, d'aller vers des ventes groupées. C'est vrai que ça a été initié dans certaines régions. On espère qu'on ira au-delà de ce qui avait déjà été fait l'année passée. Le prix du kilogramme de la noix brute de cajou a été fixé par un comité technique ad hoc composé de plus de 25 acteurs de la filière. Placé sous le thème « Pour une résilience accrue en milieu rural, engageons-nous pour la promotion de la filière anacarde », cette cérémonie de lancement officiel de la campagne de commercialisation de la noix brute de cajou a été aussi marquée par une signature de convention entre le CIAB et l'ONG Netidae, une remise de matériel et d'équipement aux acteurs de la filière anacarde et une visite guidée des stands d'exposition. On reste avec Soto Justin Ndabéré qui a assisté à la remise de kits d'installation à 50 jeunes bénéficiaires d'une formation dans 9 corps de métier dont la couture et l'agriculture. Après 3 mois de renforcement de capacité donc, ces jeunes peuvent désormais s'installer à leur propre compte. L'initiative est de la mine Houndé Gold Corporation et ses partenaires. Elle s'inscrit dans le cadre de sa responsabilité sociétale. Suivez. Promouvoir l'auto-emploi des jeunes de la province du Tuy, tel est l'objectif poursuivi par Houndé Gold Operation. Pour ce faire et dans le cadre de la mise en œuvre de ces activités de responsabilité d'entreprise sociétale, la mine de Houndé a initié une formation dans 9 corps de métier au profit de 50 jeunes, dont 38 garçons et 12 filles de la commune de Houndé. Après 3 mois de formation, les 50 jeunes reçoivent leur kit d'installation. C'est le lieu pour nous de remercier tous ceux de AGO et de la direction provinciale de la jeunesse qui ont enrichi notre formation à travers les précieux conseils qui nous seront incontestablement utilisés dans notre parcours professionnel. Mes camarades et moi pouvons affirmer que nous sommes prêts pour l'entrepreneuriat et le marché de l'emploi. Si AGO a eu cette vision, en tout cas de former jusqu'à 50 jeunes et encore de les installer, nous ne pouvons que leur dire merci et mettre le souhait toujours que ça soit poursuivi, que cette initiative-là soit poursuivie. Selon le directeur général de Houndé Gold Operation, cette cérémonie de remise de kits d'installation revêt un caractère particulier pour le groupe Endeavour Mining. Elle intervient, selon le directeur général de la mine de Houndé, dans le cadre de la stratégie de développement durable de la mine, basée sur le volet formation axé sur les communautés. Statistiquement, je disais dans les discours que la mine emploie autour de 2400 personnes pour les emplois directs. Et de ces 2400 personnes, vous avez plus de 95% qui sont des Burkinabés. Et pour la province du Tout, vous avez plus de 75% des emplois. Donc en lisant le dernier recensement en termes de rapport, vous voyez que la commune de Houndé, qu'on a LC pour les jeunes, plus de 27 000 personnes en âge de travailler. Ça veut dire que la mine ne peut pas, ou d'autres structures qui existent ne pourront pas employer tout le monde. Donc il faut des initiatives qui permettent à d'autres personnes de pouvoir bénéficier de formations et de pouvoir créer les entreprises. Et de ces entreprises naîtront bien sûr d'autres entrepreneurs, donc beaucoup plus d'emplois pour tout le monde. Au nom de Monsieur le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, nous tenons à remercier AGO pour son immense contribution à la promotion de l'emploi dans la région des Hauts-Bassins. Il faut dire que ces kits reçus ce matin permettront à ces jeunes-là de s'installer à leur propre compte, de créer des entreprises, d'employer d'autres jeunes. Toutes choses qui concourent à la réduction du taux de chômage et de sous-emploi dans la région. Cette approche de la mine de Houndé, de l'avis de son directeur général, permettra de créer des emplois et d'améliorer les conditions de vie des bénéficiaires ainsi que celles de toute la communauté. Selon le directeur général de la mine, les 50 jeunes vont bénéficier d'un accompagnement afin de les aider à mieux s'installer et d'une formation continue pour consolider leurs acquis sous le regard technique de la direction provinciale en charge de la jeunesse du Tuy. Crise au sein du Racing Club de Bobo-Dioulasso, on en parle dans ce journal. Plus rien ne va au RCB cette saison 2023-2024. Avant-dernier du championnat national après 17 journées de compétition, les Noirs et Blancs sont menacés de relégation. Pour éviter le pire, certains anciens du club ont poussé le bureau à la démission. Les explications de Madi Zongo et Maxime Ilboudou. Place forte du football burkinabé depuis sa création, le Racing Club de Bobo-Dioulasso vit une des saisons les plus difficiles de son histoire. Après 17 journées, les Tigres de Diarra-Djougou, qui ne font plus peur à personne, sont avant-derniers avec 15 points et un goal différentiel de -7.
Une situation désastreuse qui serait la conséquence de l'inefficacité de la structure dirigeante. Je crois qu'on avait mis un bureau en place qui, malheureusement, ce bureau n'a pas pu tenir les rênes de l'équipe. Quand un bureau prend des gens et croyant que ces gens-là peuvent faire son affaire, et il se trouve qu'à la dernière minute, tous ces éléments-là fuient, l'équipe est laissée, le président seul avec 2 ou 3 personnes. Il y a une trahison à quelque part qui ne dit pas son nom. Ce qui avait été fait pour que l'équipe aille de l'avant, les dirigeants n'ont pas tenu parole. Le Racing s'engage dans une compétition. Bien avant, c'est bien évident, c'est pour prendre les 3 coupes. Ça veut dire que le championnat, la Coupe du Faso, puis la Super Coupe. Maintenant, nous allons jouer avec nos forces. Nous allons nous donner. Dieu seul sait que c'est la place qui va nous réserver d'ici la fin de la saison. Sinon, nous ne jouons pas pour le maintien. Sur cette pente savonneuse, les Noirs et Blancs glissent dangereusement vers la Ligue 2. Vainqueurs de la première Coupe du Faso, Malamine Traoré et les autres anciens du club ont alors décidé de prendre leurs responsabilités pour éviter le pire. Nous, on a essayé de tirer la sonnette d'alarme en tant qu'anciens pour attirer l'attention, pour que notre équipe risque de sombrer si on ne se lève pas. On était obligé de mener une lutte pour mettre un bureau en place pour la deuxième tranche, pour sauver l'équipe. Je crois que c'est ça qu'on a fait la semaine passée. Mais pour le moment, en tout cas, ce qui avait été fait pour que l'équipe aille de l'avant, les dirigeants n'ont pas tenu parole. Si le changement à la tête du club redonne l'espoir d'une fin heureuse de la saison, l'amélioration des finances du club est une condition sine qua non. Comme la majorité des clubs de l'élite burkinabé, le Racing Club vit une crise financière profonde. On a espoir, on compte avoir peut-être un bailleur, mais on ne l'a pas encore à 100%. Si ça s'est confirmé, je crois qu'on va aller de l'avant. Le RCB va tenter de se relancer face au Sporting des Cascades le 20 février au stade Sangoulé Lamizana pour le compte de la 18e journée. Actualité hors de chez nous pour terminer, le président guinéen Mamadou Doumbouya a dissous hier lundi le gouvernement de transition en fonction depuis juillet 2022. Une dissolution qui intervient dans un contexte de crise et de division au sein de l'équipe gouvernementale. Cependant, les raisons de la dissolution de l'exécutif n'ont pas été avancées. En Guinée, les militaires au pouvoir ont temporairement dissous le gouvernement. Lundi, Amara Camara, secrétaire général de la présidence, s'est exprimé dans une vidéo préenregistrée publiée sur les réseaux sociaux de l'institution. Il a également précisé que les chefs militaires autoproclamés nommeront un nouveau gouvernement à la suite de cette dissolution, sans en donner la raison. Les directeurs de cabinet, les secrétaires généraux et leurs adjoints seront en charge jusqu'à la formation d'un nouveau gouvernement. Nommé après le coup d'État du 5 septembre 2021, le gouvernement en fonction jusqu'à ce 19 février avait connu peu de modifications de cette ampleur. Il restera 10 mois au nouveau cabinet pour organiser des élections et remettre le pouvoir aux civils, conformément à l'accord conclu avec la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Voilà, ainsi s'achève notre version de l'actualité de ce 20 février 2024. Merci de nous avoir reçus chez vous. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. Mais en attendant, n'oubliez pas de prendre soin de vous et de vos rêves. Excellent après-midi en compagnie de nos programmes.